Le marché des boissons en Afrique est en pleine recomposition. Il y a certains acteurs historiques qui se retirent, même partiellement, et il y a de nouveaux acteurs qui prennent position. C'est intéressant parce que ça touche à des produits du quotidien. Ça touche à l'eau, par exemple, mais ça touche aussi au soda, aux bières, au jus. On a eu un exemple il y a quelques jours encore avec Heineken en République démocratique du Congo. Le groupe a décidé de céder ses activités alors qu'il était présent dans le pays depuis 40 ans. On sait pas un départ total, hein. Le groupe va finalement exister, Heineken, via ses marques, mais en fait, avec un modèle beaucoup plus léger, moins d'usines, moins de risques, hein. C'est ce qu'on appelle une stratégie asset light. C'est une stratégie qui est faible en intensité capitalistique. Donc, il reste, mais autrement. Il reste autrement, absolument. Le cas, emblématique, c'est, le cas de Diageo, qui lui aussi a décidé, de, céder une partie de ses activités sur le continent. C'est East African Breweries, donc ce sont, des, actifs qui sont situés au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, des marchés hyper actifs où, les consommateurs sont, solidement, habitués, à ces marques, des marchés en croissance. Diageo a décidé de se recentrer avec moins d'actifs, plus de rentabilité et puis, moins de risques. Mais pendant que ces acteurs-là s'en vont, il y en a d'autres qui se renforcent, ou qui arrivent. C'est le cas du japonais, Asahi Group qui, lui, prend ses positions. Il y a aussi un groupe qui, lui, a décidé de grossir, c'est le cas du groupe Castel. Donc en fait, bon, c'est pas un désengagement global, hein, c'est plutôt, des cartes qui sont rebattues. Mais qu'est-ce qui explique ce changement? Ce qui explique ce changement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui compte pour un producteur de boissons, c'est plus tout juste de produire, mais c'est vraiment de les distribuer. En Afrique, le marché est plutôt, fragmenté, les circuits, sont, compliqués, l'informel est très présent. Il y a également, de la logistique, hein, qui n'est pas facile. Donc en fait, aujourd'hui, celui qui contrôle ces circuits de distribution, il contrôle, le marché. Rappelez-vous, Coca-Cola, entre 2023 et 2024, le groupe a décidé, de, s'alléger avec, son activité d'embouteillage, en cédant, toute cette activité à des acteurs locaux, dans ces différents pays. L'objectif derrière, c'était de réduire, enfin non, d'améliorer ses marges et puis, évidemment, de réduire, son exposition et choisir ses marchés. Mais alors pourquoi l'Afrique reste-t-elle aussi attractive si plusieurs entreprises considèrent que ce n'est pas assez rentable? Parce que le potentiel est énorme. On me dit souvent, on le répète souvent, l'Afrique en 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants, c'est un quart de la population de la planète. La population sera en plus jeune, urbaine, la classe moyenne va s'y développer très fortement. Donc, résultat, la consommation de boissons, elle va être amenée à augmenter, certes à des niveaux qui seront peut-être moins importants que dans les standards mondiaux, mais ça reste un potentiel énorme. En plus, avec un modèle qui évolue, là où avant les industriels investissaient sur le long terme, maintenant ils peuvent se permettre de choisir la rentabilité rapide, de limiter les risques et puis aussi de choisir leur marché. Donc le marché, en fait, il ne ralentit pas, il change profondément. Des acteurs qui maintenant recherchent des partenariats et puis bien sûr une bataille, hein, qui devient de plus en plus forte pour capter ces nouveaux consommateurs. Donc, au fond, toutes ces grandes entreprises ne quittent pas l'Afrique. Non, elles ne quittent pas l'Afrique, elles restent, elles changent juste de stratégie. Et puis, ben voilà, pour ceux qui arrivent, en fait, il n'y a qu'une seule chose à se dire, il faut être prêt au moment où le marché va exploser. Auréline Bida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Merci.